Oui. Oui. D'abord.
Oui. Allô? Oui. On lance? Ah, ok. Alors, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous qui nous suivent directement, ou soit au Maroc, soit de d'autres pays. Comme vous le savez tous, Covid-19 a bloqué le monde en entier. Et nous aussi, à l'association. On n'a pas pu organiser nos masterclass normalement. Il y a maintenant plus d'un an. Les salles de cinéma sont tous, et les espaces aussi de culture sont encore fermés jusqu'à présent. Mais on revient. On revient, voilà, on reprend nos activités avec ce qui nous le permet, la technologie, c'est-à-dire le virtuel. Voilà, on va commencer notre masterclass qui est tout à fait spécial parce que c'est la première fois en virtuel. Mais j'attire l'attention des spectateurs et des cinéphiles et des critiques que les films sont encore sur plateforme de l'association et vous pouvez toujours les voir et les revoir et les critiquer, les analyser pour qu'on pourrait aussi discuter après. Donc c'est notre première masterclass virtuelle. J'espère qu'on va arriver à la réussir grâce à vous tous. C'est la première fois virtuelle, mais aussi c'est la première fois qu'on invite une cinéaste marocaine très connue, c'est Isa Djenini. On a pensé à Isa Djenini il y a plus d'un an, mais le Covid-19 a décidé autrement. Et on avait dans le programme la cinéaste aussi marocaine Dalila Nadet, avec laquelle on a tout préparé, malheureusement est décédée juste avant qu'on annonce le programme. Je lui rends un grand hommage à cette occasion. Je remercie aussi, au nom de l'association, les rencontres méditerranéennes du cinéma et des droits de l'homme, la cinéaste marocaine Isa Djenini d'avoir accepté à être parmi nous. Virtuellement, moi personnellement, j'aurais aimé qu'elle soit avec nous dans des salles avec un public complet. Ce soir, on va présenter, on va discuter, et c'est tant mieux pour ceux qui ont déjà vu ces films, mais vous pouvez les voir et les revoir, comme j'avais dit, sur la plateforme de l'association. Isa Djenini a un parcours extraordinaire, vraiment extraordinaire dans le cinéma. On va refaire avec elle ce voyage, un voyage qui est riche dans le domaine du cinéma. Normalement, quand on présente un cinéaste, quand je présente un cinéaste, souvent on souligne qu'il a étudié dans une école ou dans une autre. Il est lauréat d'une école. Mais l'école de Isa Djenini est unique. On va en parler pendant cette masterclass. Isa Djenini, il est natif de Casablanca, mais il est parti en France tôt, était encore jeune, ou est installé depuis. Alors comment il est allé, alors comment il a accédé au cinéma? Comme je dis, que son école est unique. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait l'école normale,
l'école classique de cinéma, mais il a fait un vrai cinéma sur le tas où il a appris beaucoup de choses. Il a commencé au début à gérer une salle de cinéma dans les années 70. Puis, il est devenu distributrice des films, puis productrice. Et dans les années 80, il a commencé à réaliser ses propres films. Et je pourrais ajouter aussi qu'il a joué, il est comédien, il a joué dans quelques rôles, surtout ceux qui ont déjà vu le film de Sohail Moumbarka, Noces de sang, où il a participé dans ce film. Donc, a touché à la base du cinéma et a monté les échelles du cinéma. Tout. On va discuter de tout ça et aussi de ces films surtout qu'il produit ou réalisé. Il a produit des films qu'on connaît, tout le monde le connaît maintenant. Quand on parle de trans, on parle de Ahmed El-Manouni, mais on parle aussi de Isa Djenini. Il a produit d'autres films qu'on va discuter après, des films marocains, je parle. Mais je vous laisse tout d'abord de voir cet extrait, l'extrait numéro 1, que vous allez voir maintenant. فتني جديدة غرموا عليها هذه القاعدة شحلت مني بها فتني جديدة غرموا عليها بركة مسعودة أهلا وسهلا أهلا بكم فرحتوا قلبي ونروح بكم. Merci Lalla Isa pour votre invitation. Il paraît que ces plats sont délicieux. Et je remercie aussi les techniciens et toute l'équipe de l'association, Sofia, Rehab, Fedwa et Hicham. Bien sûr, ce masterclass, il y a toujours un débat avec la réalisatrice, c'est-à-dire un débat avec le public. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les envoyer. Vous pouvez demander à intervenir. Vous êtes les bienvenus. Alors, Lalla Isa, vous êtes rentré dans l'espace de cinéma, si vous me le permettez, l'espace de cinéma, par la salle Club 70, qui était une salle unique à cette époque des années 70. Comment vous êtes arrivé à cette salle et qu'est-ce que vous a donné et tracé votre avenir dans le cinéma? Parce que cette salle, c'était le point de départ de votre carrière cinématographique et surtout dans une salle comme Club 70,
à Paris, c'est vraiment, comme j'avais dit, unique. Bonsoir. D'abord, Mais, tout d'abord, un grand merci de m'inviter à cet événement virtuel et surtout à cette rencontre. Et je profite pour saluer tous ceux qui ont permis cette rencontre et ceux qui sont derrière l'écran. Pour répondre à votre question du Club 70, en effet, lorsque j'ai quitté le Maroc en classe de première et que j'avais passé mon bac à Paris, il me fallait trouver un job d'étudiante. Et j'ai eu la chance d'être engagée comme hôtesse d'accueil dans cette salle, en me partageant donc le matin entre la fac et l'après-midi. Mais j'étais très, 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 très loin de moindre projet de cinéma. C'était un job d'étudiant. J'aurais pu être vendeuse. Il n'y avait pas McDo à l'époque, mais j'aurais pu faire n'importe quoi. Mais voilà, la chance a voulu que j'ai pu arriver au club 70. D'abord 70 mm. C'est vrai que c'était les années 70, mais non, même pas, c'était avant les années 70, c'était les années 60, puisque c'est M. De Rock qui avait créé cette salle pour projeter. C'était une salle de projection privée, c'était pas une salle d'arrêt-essai comme ça peut être écrit, c'était une salle de projection privée réservée aux professionnels du cinéma. À l'époque, il fallait une salle pour voir les rushs d'un tournage, pour vendre un film, pour présenter à la presse. Et donc, c'était des salles très particulières pour les professionnels. Et donc, on y projetait du 70 mm, ensuite également du 35 et du 16 mm. Et donc, là, j'étais vraiment au cœur même on pourrait dire, de la fabrique du cinéma. Donc j'ai eu cette chance. Et puis cette chance, voilà, j'ai pu comme ça, d'ailleurs moi-même, m'initier au cinéma, parce que comme vous l'avez très bien dit dans votre introduction, je n'ai jamais fait la moindre école. J'étais en train de me destiner à être enseignante ou traductrice, puisque je préparais une licence d'anglais. Et voilà, le destin m'a mis sur cette voie. Et en parallèle de cette voie, je suis revenue un jour au Maroc après une longue absence. Et là, la conjugaison du cinéma et du Maroc a ouvert la voie que vous connaissez très bien et qui m'amène jusqu'à vous aujourd'hui. Ok, mais j'aimerais bien que vous nous parliez de cette salle de cinéma, parce qu'il y avait des rencontres avec les producteurs, les directeurs du festival. Donc, vous avez l'opportunité d'avoir des rencontres avec les gens qui font le cinéma. Absolument. Encore hier à Paris, parce qu'il se trouve que la salle de projection n'existe plus depuis les années 80, vers la fin des années 80, mais j'ai pu garder un petit espace qui est encore jusqu'à aujourd'hui mon bureau. Donc je vis encore dans cet espace depuis maintenant bientôt 50 ans. Je vis, mon bureau est là, et c'est vraiment, comme vous le dites, un lieu très habité. Et parce que dans ce lieu, d'abord, il y a eu tout ce que le cinéma a pu compter dans cette période qui est passée par ces salles de projection, non seulement pour les projections, mais aussi, surtout, par exemple, Claude Lelouch, avant, il a préparé ses films, Une fille et des fusils, enfin, il avait fait 2 ou 3 films avant Un homme et une femme, et jusqu'à Un homme et une femme, ces films ont été préparés justement dans ce lieu. Ensuite, ça a été les bureaux de production de Bertuccelli, ça a été la salle de montage de Louis Malle, ça a été... Donc, c'est un lieu qui, jusqu'à aujourd'hui, ça a été les salles de sélection de la plupart des festivals, que ce soit Cannes, que ce soit la Quinzaine avec Pierre-Henri Delot, que ce soit le festival de Rotterdam avec Hubert Balz. Enfin, c'était vraiment un lieu de rencontre. Et
C'était pas une très grande salle, hein. Il y avait une quarantaine de places, mais je sais pas, elle avait quelque chose de, elle avait quelque chose. C'était pas la seule non plus, mais voilà, et j'ai eu ce privilège absolu d'avoir été témoin de toutes ces années de cinéma. Et vous n'avez pas décidé à ce moment-là de faire le cinéma. C'est pas à ce moment-là. Loin de moi cette idée, loin de moi cette idée. Mais les circonstances, comme je vous disais, la rencontre, il y a eu la rencontre entre le Maroc et le cinéma s'est fait dès 73, lorsque je suis venue un jour sur le pas de mon enfance, et que par un concours de circonstances un peu providentiel et qui serait long à raconter ici, j'ai rencontré Souheil Ben Barka, et n'ayant même jamais distribué de film, je lui ai dit, moi je vais vous distribuer votre film. Voilà, et c'est parti comme ça, sur une impulsion purement instinctive et qui a ouvert le chemin que vous connaissez. Mais est-ce que c'est à partir de votre rencontre avec Souheil Ben Barka que vous avez commencé à la distribution ou avant lui? Non, avec Souheil Ben Barka, c'était ma première expérience de distribution. Mais on commençait à dire, à ce moment-là, il y avait j'ai rencontré Souheil Ben Barka en 73. Et donc, en 73, il avait fait Mille et une mains, il avait déjà fait Mille et une mains quand je l'ai rencontré, mais j'ai assisté à la réalisation de La guerre du pétrole n'aura pas lieu et Noces de sang, dans lequel j'ai participé, comme vous l'avez dit. Et donc là, on arrive à peu près dans les années 77, 78, et là, il y a des cinéastes marocains, il y avait Moumen Smihi à l'époque, il y avait Gilali Farhati, il y avait Ahmed Al-Manouni, et on leur disait, ah ben vous savez, il y a à Paris une fille, une femme, une jeune femme, enfin à l'époque, qui fait de la distribution de films marocains. Donc, Gilali et Manouni sont venus me voir avec leur film. L'un, c'était Une brèche dans le mur pour Gilali et Aliyam Aliyam pour Manouni. Et comme justement, c'était au moment où le comité du Festival de Cannes visionnait les films, dont Guy Brocourt, enfin surtout avec Guy Brocourt et Pierre Billard, c'était eux à ce moment qui venaient dans la salle. Je leur montre Aliyam Aliyam, qui d'ailleurs n'était pas tout à fait achevé, et là, ils le prennent, ils sélectionnent Aliyam Aliyam pour Un certain regard, qui était la première année de l'édition Un certain regard, 78, et la semaine de la critique, qui visionnait aussi les films au Club 70, avait sélectionné Une brèche dans le mur. Donc voilà comment en 78 je me suis retrouvée avec deux films au Festival de Cannes. J'avoue que je ne réalisais pas du tout l'importance que ça avait. Et voilà comment. Mais à ce moment-là, vous avez commencé aussi à faire la distribution des films africains, de l'Amérique du Sud aussi. J'ai constaté que ce sont des films de musique. Il y a pas mal de films de Bob Marley, de reggae. Donc, est-ce que ce choix aussi a joué pour vous intéresser après à la musique? En fait, tout s'est enchaîné, comment dire, tout s'est enchaîné presque naturellement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je distribuais des films, donc j'allais dans de nombreux festivals, notamment à Ouagadougou, à Mannheim, où Manouni avait eu le prix avec Aliyam Aliyam. Enfin, je circulais avec ces films aux États-Unis, un peu partout, et en même temps, je rencontrais des cinéastes et en même temps, je voyais d'autres films. Donc, cela dit, j'ai toujours
je peux dire que j'ai plutôt toujours suivi mon intuition qu'un intérêt particulier ou déterminé, prédéterminé, pas du tout. Euh, j'ai rencontré des cinéastes africains dont j'ai aimé les films, comme il y avait Visage de femme à un moment donné, il y avait Un Blacon pour la Côte d'Ivoire, il y avait, j'avais distribué un merveilleux film du Ghana qui s'appelait Love Road in the African Pod, qui était un énorme succès. J'ai distribué aussi un film auquel j'étais très très attachée, qui était magnifique, qui était Mercruel de Khalid Siddiq, du Koweït. Donc, c'était vraiment... En plus, c'était un moment très, très excitant, parce que c'était à la fois la découverte de nouveaux cinémas. Donc, les festivals étaient très curieux de ces nouveautés. Et je venais, moi, avec ces petites perles, là, on peut dire que c'était des perles. Et voilà, et donc tout ça a créé une synergie entre la distribution et jusqu'à la production et la coproduction, puisque c'est comme ça que j'ai produit HAL, Trans, comme vous savez. J'ai coproduit Zeft de Tayeb Sadiki, j'ai aussi, je me suis également investi dans le film Haddad à Boulouakar, qui était venu avec un montage de 3 heures et qu'il fallait ramener à une durée à peu près normale. Donc, mais tout s'est enchaîné comme ça, et effectivement, c'était l'époque de la grande mode du reggae. Et pas seulement du reggae, il y avait le film, j'avais aussi acquis les droits du film La Salsa, parce que comme je vivais à ce moment-là une très belle aventure avec le passage des monopoles de distribution en Afrique à la distribution indépendante. C'est-à-dire que tout d'un coup, parce qu'avant, l'Afrique était distribuée par, c'était l'AEF, AOF, et donc là, à cette époque-là, les organismes, que ce soit des institutions ou des indépendants, la distribution devenait indépendante. Et donc, il m'arrivait de représenter certains distributeurs comme M. Toby au Cameroun ou même au Ghana. Et donc, je leur fournissais des films. Et comme c'était la grande mode du reggae et qu'effectivement, j'aime beaucoup la musique, eh bien, évidemment, je prenais les droits pour ces pays-là. Et c'est vrai que la musique, je ne l'ai pas vraiment fait volontairement, c'était pas encore une fois un choix déterminé, mais c'est vrai que c'est un espèce de fil conducteur dans mon parcours. Justement, parce que je me demande, est-ce que cet amour à la musique, depuis toujours, depuis votre enfance, depuis votre jeunesse, qui vous a poussé Ahmed Ma'nouni à produire le film Trans de Nasr Rewan. C'est-à-dire c'est donc... Ouais. Oui, ouais. Je peux dire que oui, dans un certain... évidemment, la réalisation lui appartient totalement, mais le film Trans est né de mon désir, parce qu'à ce moment-là, je distribuais le film de Bob Marley qui s'appelle Exodus et qui était un concert filmé, une captation de concert. Et donc, je distribuais ce film pour l'Afrique. Et non seulement ce film-là, mais d'autres. Il y avait Reggae Sunsplash, il y avait The Harder They Come, il y avait tout un mouvement de films de reggae. Et donc, j'ai dit à Ma'nouni, bah, tiens, pourquoi on ne ferait pas une captation de Nasr Rewan? Il devait à ce moment-là donner un concert à Carthage. Et il m'a dit d'accord. Mais lui, en tant que... Moi, à l'idée, je savais... En réalité, c'était ma première expérience de production. Je m'étais lancée en me disant, bon, un concert filmé, c'est pas très compliqué, on va pouvoir s'en sortir. Mais sauf que Ma'nouni, en tant qu'auteur et cinéaste,
n'allait pas s'arrêter à ça. Il m'a dit, mais non, écoute, il ne faut pas qu'on s'en arrête là, il faudrait vraiment faire un vrai documentaire sur eux, etc. Et donc, me voilà partie, hein, sans moyens, sans expérience, à suivre l'aventure, qui a été une sacrée aventure d'ailleurs, jusqu'à l'existence du film que vous connaissez, avec le dessin qu'il a aujourd'hui, par l'intervention de Martin Scorsese. Alors, puisqu'on a parlé de la distribution, et on est dans une masterclass, qu'est-ce que vous pouvez dire, par exemple, à des jeunes qui veulent distribuer des films? Est-ce qu'il y a des méthodes, est-ce qu'il y a des astuces pour distribuer des films, ou seulement il faut avoir connaissance du marché? Alors là, si vous me demandez cette question, je ne sais pas si je suis la bonne personne, puisque vous avez très bien souligné comment moi j'ai été. Moi, je suis vraiment une autodidacte pure et dure, ce qui ne m'a pas empêché en effet de faire ce parcours et d'arriver à cette filmographie. Je pense que le moteur, c'est le désir. C'est le désir absolu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ressentez comme une urgence de faire les choses. Et sans vous poser, si je m'étais posé, si par exemple j'avais su avant les difficultés auxquelles j'allais m'affronter avec Trans, peut-être que je ne l'aurais pas fait. Donc, je me suis laissé guider par mon instinct, je me suis laissé guider par... je sais pas, sans doute une conviction, etc. Mais en tout cas, j'ai foncé, voilà, j'ai foncé comme bien souvent dans ma vie, et puis en faisant face aux difficultés quand il y en avait, en me réjouissant des succès quand il y en avait aussi. Mais je pense que, évidemment, quelqu'un qui fait des études, etc., a un plus par rapport à moi, qui sur le plan technique, par exemple, je suis totalement, je veux dire, j'ai aucune maîtrise de la technique, mais mon désir et ma vision fait que j'arrive à, comment dire, à faire traduire ce qui vraiment m'inspire, quoi. Mais l'expérience d'une personne dans la vie, elle a du poids, quand même. L'expérience de la vie, bien sûr. Pardon, je n'ai pas bien compris ce que vous voulez dire. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement que quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui passe par l'école. Oui, c'est pas obligatoire. Non, absolument pas, bien sûr. Hein, mais là, on touche à quelque chose qui est extrêmement personnel et individuel. Je veux dire, on a... c'est comme un... Et même un film, même un film qui a été réalisé, qui a été produit par des professionnels, etc., il garde toujours une inconnue jusqu'au bout. Donc il n'y a pas de formule, encore moins dans ce domaine-là que dans les autres. Donc je pense qu'il faut suivre son inspiration, il faut se donner les moyens, dans la mesure du possible, de servir cette inspiration, mais avec toujours cette inconnue, qu'on ne sait pas ce que ça va devenir. Peut-être que j'ai la foi, tout simplement. Je crois que j'ai la foi dans les rencontres que j'ai faites. J'ai eu aussi j'ai eu la chance de rencontrer des personnes extraordinaires sur mon chemin qui m'ont ouvert cette voie-là. Donc... vous avez dit dans une interview, les films m'ont ramené à moi-même. Est-ce qu'ils étaient une sorte de thérapie? Avant de me répondre, j'aimerais bien qu'on voit cet extrait. Extrait 2. Ok.
Séjour après séjour, je n'en finis pas de redécouvrir le cœur battant d'excitation, l'étendue et la force de la musique marocaine. À quelle urgence, je réponds, lorsque tel un pèlerin, j'éprouve le besoin de remonter à la source d'un rythme, d'un battement originel enfoui au fond de mon être. Par quel pouvoir mystérieux, par quel accord secret la musique a-t-elle le don d'harmoniser certaines de mes contradictions? Alors, bon, alors, ces films m'ont ramené à moi-même. Oui. Vous l'avez dit dans un interview. Alors, est-ce que je sais pas, est-ce que une sorte de thérapie pour vous, le retour au Maroc, la musique marocaine? On va parler après de la musique spécialement. Alors, Oh bah, je crois que c'est aussi simple et aussi vrai que c'est dit là dans le film. C'est vrai que tant que j'ai vécu au Maroc, quand je suis née au Maroc, j'ai vécu au Maroc, pour moi la musique marocaine était quelque chose, au contraire, dont je cherchais à m'éloigner. Hein, oh là là, je me suis dit, oh, c'est de la musique hanana, pas du tout, j'étais absolument, on fuyait les mariages, on fuyait les fêtes, et puis dans ma famille, il n'y a pas l'éducation musicale marocaine comme dans certaines familles, à travers le melhoun, la hala, etc. Donc, je ne connaissais pas grand-chose de la musique marocaine, j'étais plutôt tournée vers la musique occidentale. En plus, c'était vraiment le début du rock and roll, etc. Donc, j'étais totalement investie plutôt dans cette musique. Et lorsque, après cette longue absence, je suis revenue au Maroc, c'est comme si, quand je suis revenue au Maroc, la musique a joué un rôle déterminant dans cette réappropriation de la culture d'origine. Tout d'un coup, j'ai senti les rythmes, comme je le dis dans le texte là, j'ai pris du plaisir à écouter, j'ai pris du plaisir à essayer de comprendre. J'ai eu la grande chance d'avoir vraiment des mentors à l'époque, comme je le dis toujours, l'Erhamo Tayeb Sadiki, Abdallah Stouki et d'autres amis qui étaient très... voilà, qui appartenaient vraiment foncièrement à cette culture, et ce sont eux qui m'ont ouvert la voie. C'est grâce à eux que j'ai connu Baba de Marrakech, que j'ai connu Absad Shkara, l'Ahmo, etc. Donc, toutes ces rencontres ont fait que cette musique, je l'ai appréciée, mais je ne l'ai pas appréciée comme quelque chose qui venait de l'extérieur vers moi à l'intérieur, mais plutôt qui se reconnaissait de l'intérieur. C'est ça que j'ai... Et d'ailleurs, vous avez choisi l'extrait de Tambour battant,
Tambour battant, je l'ai fait après avoir produit le hal, après avoir distribué les films de musique et après avoir fait la série Maroc-Coréen sur les 10 sujets de musique marocaine. Hein, il y a la Eta, enfin le Melhoun, les Gnawa, les Lahwash, les musiques juives également, les musiques. Et c'est après avoir fait tout ce parcours que je me suis que l'idée de tambour battant m'est venue à l'esprit parce que justement, c'est cette question que je me posais. En fait, je la pose tout simplement. Je ne sais pas si j'ai la réponse, mais le film Tambour battant m'a permis de poser cette question. Quel est ce mystère de la musique qui vous ramène à vous-même? Et je pense ne pas être exceptionnel dans ce cas-là. Je crois qu'on est habité par nos rythmes intérieurs, peut-être à travers les générations. Et soit ils sont endormis, et soit, mais en tout cas, ils sont là. Et ce retour au Maroc les a réveillés. Et ils a réveillés au point d'en faire un parcours de vie, quoi. Voilà. Et, vous avez parlé de Taïeb Saddeqi, justement parce que moi j'ai préparé une question, c'est l'influence de Taïeb Saddeqi sur votre parcours. La rencontre que vous avez, plusieurs rencontres que vous avez avec Taïeb Saddeqi, où il a produit le film Zeft, et j'ai un extrait qu'on va passer, le troisième extrait, avec Taïeb Saddeqi justement, qui vous parle dans le film, et voir. La calligraphie, c'est un peu comme des oiseaux sur un arbre qui tremble. Comme ceci, par exemple. Qui peut se terminer par ça. La calligraphie est très proche du roseau. La flûte, c'est un roseau. Un roseau qui pleure. Voilà, parce que vous avez parlé de Taïeb Saddeqi, moi aussi j'ai en pensé. Je crois qu'il vous a aidé à faire votre premier film, Aïta. Oui ou non? Donc, il était une sorte d'intermédiaire pour vous avec la musique, les arts marocains et le théâtre et tout. C'est-à-dire quelqu'un qui a vraiment de la place dans votre parcours. Absolument. D'ailleurs, tout à l'heure, j'utilisais le terme de mentor. On peut dire qu'il a été mon mentor parce que non seulement à travers lui, j'ai rencontré des personnes, mais il m'a initié, il m'a expliqué des choses que moi j'ignorais. En plus, chaque fois, je parlais un arabe un peu, bien que chez moi, avec mes parents, je parlais que l'arabe, mais c'était un arabe très, très basique, très limité. Mais lui, il me corrigeait toujours. Il m'a enseigné énormément de choses, pas simplement sur le plan musical, mais il m'a ouvert à la culture marocaine. D'ailleurs, je dis chaque fois, et puis jusqu'à aujourd'hui, je suis encore très liée à la famille de Taïeb, et plus largement de sa troupe. Hein,
par Tayeb, j'ai été proche de Touria Allah Irhma, Touria Jbran, de Salamat, je ne pourrais pas tous les citer, mais ils ont joué un rôle absolument déterminant. Sans cette rencontre, je n'aurais jamais fait ce que j'ai fait. Donc c'est absolument évident. Donc je leur dois énormément et je dirai jamais assez ma gratitude. Mais quand même, vous avez produit le film Zift. Oui. Oui, vous avez produit le film Zift, c'est-à-dire que le premier film de Taïb Seddiqi en tant que réalisateur. Absolument, absolument. Oui, je l'ai fait parce qu'il me l'a demandé et qu'il y avait la possibilité. Bon, il a d'abord parce qu'il avait des tournages prévus en France, donc il fallait organiser ces tournages. Il avait également essayé d'avoir un peu d'argent. Il n'en a pas eu beaucoup du côté français, mais en tout cas, on a assuré la partie française. Voilà. Mais on a fait la film. Il y a encore pas longtemps, on s'est occupé de la promotion, etc. Donc j'ai accompagné ce film autant que j'ai pu le faire à partir de la France. Et je vais enchaîner avec un autre film que j'avais produit au Maroc. C'est un film magnifique que je considère parmi les 10 meilleurs films marocains, un bijou. Mais malheureusement, il n'avait pas de chance, ce film. Il n'était pas distribué, il n'était pas vu par plusieurs parties. La jeunesse d'aujourd'hui, ils n'ont jamais pu le voir dans des salles de cinéma. Je parle du film Hadda, oui, de Abou Warqab. J'étais sûre que vous alliez parler de Hadda parce que lorsque j'ai eu l'occasion de connaître ce film, j'ai eu, et de connaître surtout Abou Wakar lui-même, j'ai eu ce même coup de foudre absolu. Hein, et encore une bon, parce que c'est ma manière de fonctionner. J'ai besoin de fonctionner au coup de foudre, à la rencontre, au désir, etc. Et il était venu me voir avec, je sais pas, il avait des heures de montage, il n'arrivait pas à terminer son film, donc moi j'étais arrivée en bout de course en post-production du film, hein, puisque le film avait déjà été commencé au Maroc, donc mon intervention a consisté d'abord à lui trouver une monteuse qui a été vraiment, alors là encore, c'était une chance extraordinaire, qui était Marie-Joseph Yoyot, qui était vraiment extrêmement importante et connue dans le métier. Je me rappelle plus très bien, mais je crois qu'on a eu un petit peu de sous pour faire ce montage. Mais voilà, et malheureusement, le film n'a pas eu de carrière, pas plus en France, d'ailleurs même au Maroc, et il mériterait absolument aujourd'hui de ressortir comme on ressort les films de Bouanani et etc. Il mériterait largement. Moi, pour ce film, j'ai une admiration totale et absolue, et je suis très très contente, même si d'avoir au moins pu intervenir dans la mesure de mes possibilités auprès d'Abou Wakar. Alors, vous avez une partie de la production dans le film. Alors, est-ce que vous ne pouvez pas, par exemple, jouer un rôle pour ressortir ce film, pour que les jeunes le voient, ce film? Malheureusement, il est classé, alors que moi je trouve un bijou qui est caché, qu'il faut. Alors vous ne pouvez pas vous faire quelque chose pour ce film? Vous savez, on dit les choses bien dans le temps, mais absolument. Moi, je veux dire, je serais tout à fait pour cette initiative. Hein, évidemment. Dans la mesure où il peut y avoir une synergie entre soit au niveau de l'exploitation, soit au niveau de la diffusion. Aujourd'hui, il y a des tas de moyens
des tas de possibilités de diffusion. En tout cas, moi, à mon niveau toute seule, ça me serait difficile, mais dans la mesure où on peut trouver un levier pour lui redonner sa visibilité et la visibilité qu'il mérite, absolument. Donc, vous savez, les choses viennent en leur temps, hein, donc peut-être que le temps aujourd'hui est venu pour Hadda. En tout cas, je le souhaite de tout mon cœur. Merci. Vous avez travaillé, produit, travaillé, rencontré 4 cinéastes marocains avec qui vous étiez liés. Et je crois jusqu'à présent, c'est Ahmed Mahlouni, bien sûr, à travers Trans, Taïs Siddiqui à travers Zeus, Abou Waqar à travers Hadda, et aussi Souhaïb Barka dans ses films. Et voilà, et il vous a nommé à Paris comme la présentatrice de CCM en Europe. Donc, ces 4 réalisateurs, comment vous les trouvez? Comment vous les jugez, entre guillemets, jugez? Alors, premièrement, si tu peux me permettre, vous en avez oublié un qui est Gilali Farhati. Ça a été notre collaboration n'a pas été très très longue, mais puisqu'elle a surtout consisté à la distribution de une brèche dans le mur. Bon, après il a pris. Mais c'est pas là. Pour Zilali, c'est que la distribution de son film. Ah oui, vous n'avez pas le produit alors. Ah oui, effectivement, Moi, en matière de production. Bah, écoutez, là, j'ai jamais cherché ni à faire une comparaison, ni chaque relation est totalement indépendante et liée à la personne elle-même. Le rapport que j'ai avec Manouni, c'est une chose, le rapport que j'ai avec Souel, c'est une autre. Le rapport, Taïeb, je ne l'ai pas, mais je l'ai avec toute la famille. Le quatrième, c'était qui déjà le quatrième? C'est Abou Waqar. Ah oui, Abou Waqar. Alors, Abou Waqar, j'ai vraiment cherché je l'ai cherché à le rencontrer quelques années après, d'ailleurs. On a communiqué, mais j'avoue que depuis quelques années, j'ai perdu trace de lui et je serais très, très heureuse de le retrouver. Mais ça, voilà. Mais encore une fois, vous voyez, chaque rapport est très différent. Avec Souel, le rapport est vraiment très, je dirais presque fraternel, quoi, parce que toutes ces années, parce que j'ai rencontré en 73, hein, donc ça va au-delà de l'ordre de notre relation professionnelle. Bon, mais me connaissant et sachant la place que j'ai à Paris, etc., quand il a été nommé directeur du Centre du cinéma marocain, il m'a fait nommer délégué. En réalité, j'étais une sorte de représentante, en effet, mais avec... voilà, c'est-à-dire que j'ai rempli cette mission, si on peut dire, mais en étant surtout présente lorsqu'il y avait un besoin lié à la France. Mais bon, c'était plus c'était pas vraiment une activité, je veux dire, j'avais pas un bureau pour ça, j'avais pas une organisation pour ça, c'était moi en personne, tout simplement, voilà, j'étais là en cas de besoin. Voilà. Et puis, quand il a quitté le CCM, ma mission s'est terminée. Ah d'accord. Donc il était avec Souhaïl. Oui. Votre mission est terminée avec Souhaïl. Quand il y a eu un changement de directeur, voilà, le directeur n'a pas prolongé ma mission et ça s'est terminé comme ça. De toute façon, c'était... Sinon, on va voir un extrait aussi, le 4.
C'était magnifique. La fête était grandiose, tout le monde dansait, les vivants et les morts. Alors, c'est très 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 loin, et ce sont des juifs marocains, de l'Atlas, des Amazirs. Est-ce que cette archive, vous l'avez vous, ou bien vous l'avez procuré ailleurs? Est-ce que c'est un archive de famille ou non? Ah, l'archive? Non, pour vous dire, c'est une archive symbolisant les paroles que ma mère disait. Elle parlait de son mariage. Elle avait 12 ans, elle n'avait pas. Vous pensez bien qu'il n'y avait pas une équipe de caméra là-bas au Ouled Moumen quand elle s'est mariée en 1910. Hein. Mais en faisant le film Ouled Moumen, j'avais besoin d'illustrer, et effectivement, ce sont des images d'archives, mais pas d'archives familiales, de ma famille, quoi. Parce qu'on va voir. Bon, mais je vais passer aussi à l'extrait 5. Retour aux sources. Décidément, tu parles pas là. Je reviens encore. Ma fille. Et alors, Malika, j'ai rien, moi je ne savais pas si j'allais vous voir. As time goes by. Vous venez souvent au Maroc, vous visitez souvent le Maroc durant toutes ces années après votre retour avec votre mari en tant que touriste. Et après, vous avez découvert votre pays natal et vous revenez souvent, vous avez fait des films, produit des films. Ce retour aux sources, comment vous le sentez et comment décrivez ce retour au Maroc? Comme quelque chose de essentiel, de fondateur. Et comme tout à l'heure vous parliez de thérapie, je pense que ce film retrouvé au Ouled Moumen a été ma thérapie sur bien des plans. En tout cas, à corriger un certain nombre de préjugés ou d'idées que j'avais par rapport au Maroc ou par rapport à même ma propre famille. Quand je pense que moi je suis la dernière enfant de 9 enfants, je suis née de parents qui avaient largement l'âge d'être mes grands-parents, donc, et donc il y avait tout un monde qui nous séparait. Eux, ils étaient encore au monde vraiment même d'avant le protectorat. Ils étaient encore en djellaba. Ma mère, ils parlaient pas français, ils sont jamais allés à l'école, donc. Et évidemment, compte tenu de l'influence occidentale, j'en avais un complexe, j'en avais honte. Et donc, j'étais plutôt dans un souci d'occulter le Maroc plutôt que de le reconnaître. Et ce travail que j'ai pu faire, qui n'était pas vraiment un travail, qui était comme l'évolution naturelle de tout ce processus qui a commencé avec ce retour, m'a permis de corriger justement ce qui était de travers.
Parce que ce qui était de travers, c'était que du fait qu'on ne parle pas le français, qu'on ne met pas un costume, on est inférieur. Du fait qu'on n'est pas comme ça dans un monde occidental. J'avais une vision erronée de ce monde-là. Et ce retour m'a permis de corriger ce monde-là, non seulement de le corriger, mais même de le valoriser. Puisque tout d'un coup, j'ai compris que c'est pas parce qu'on ne parle pas français ou qu'on ne met pas un costume qu'on n'est pas quelqu'un d'intelligent ou quelqu'un qui a des valeurs ou quelqu'un. Au contraire, j'avais besoin d'ailleurs, j'ai une immense admiration pour ce monde-là que l'on a un peu méprisé, etc. Donc, en ce sens, oui, en ce sens, je peux dire que ça aurait été une forme de thérapie. Ok. Et ces rencontres que vous revoyez, des gens que vous connaissez depuis l'enfance, les lieux, et au niveau cinématographique, comment vous avez pensé à les réaliser sur écran? Il y a un problème de son, là, je ne comprends pas bien la question. Parce que votre image voilà, ça a commencé à bouger. Je vous dis, au niveau cinématographique, comment vous avez pensé à réaliser, à mettre ces images, ces rencontres sur l'écran, en film? C'est-à-dire, comment est-ce que vous repensez tout ça, vous écrivez, comment vous pensez ces retrouvailles avec ces gens que vous connaissez et ces lieux, ces espaces où vous étiez, et on va voir d'autres films d'espaces où vous étiez toute jeune. Alors, au moment où vous faites des films, comment vous envisagez, vous pensez à les mettre en valeur sur l'écran? Je sais pas. D'abord, je vais vous dire, je vous entends. Il y a un problème de son là. Je sais pas si j'entends pas vos questions là. Allô? Non. Oui, oui, oui. Moi je vous entends. Moi je vous entends très bien. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Je vous entends, non, pas très mal, hein. Ça va, ça vient, je n'entends pas bien le son. J'ai parlé de ces retrouvailles, soit des personnes, soit des espaces où vous allez, où vous avez passé votre enfance, votre jeunesse. Alors, tous ces retrouvailles et ces espaces, comment vous pensez-vous à l'époque au moment de réaliser les films, de les monter? Bon, enfin, si j'ai bien compris votre question, alors là, vraiment le son est encore parti là. Allô? Allô? Oui, oui, moi je vous entends. Moi je vous entends. Ah, vous m'entendez. Bon, alors, je crois avoir deviné votre question, mais je ne suis pas sûre, parce qu'il y avait vraiment un problème de son. Je veux dire, les espaces, les lieux, d'abord, j'ai fait des repérages. Je suis allée... en réalité, quand on voit Ouled Moumen, en fait, l'histoire de Ouled Moumen, c'est toute une histoire. Parce que... il faudrait vraiment recoudre tous les éléments parce que j'ai commencé à retourner au Maroc, comme je vous ai dit, en 73. En 75, j'étais dans une curiosité absolue de l'histoire de mes parents qu'au fond, je ne connaissais pas. J'ai tellement négligé cet aspect-là. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à les questionner sans arrêt.
les interviewer. Je réalisais, et mon père à ce moment-là avait déjà 80, je sais pas, il avait plus presque 90 ans, ou même il avait déjà dépassé 90 ans. Et je me rendais compte que je connaissais pas leur histoire. Je sais même pas où ils étaient mariés. Bon, alors, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à les interroger avec des petits magnétophones, en prenant des notes, etc. En 75, je demande à un ami cinéaste, Joël Santoni, lui aussi, de filmer une interview, parce qu'à ce moment-là, j'étais loin d'imaginer que je ferais des films. Je demande à Joël Santoni de filmer mes parents pour une interview. Donc, voilà. Et il filme mon père et ma mère en 75. On fait cette interview que l'on voit dans mon film. Et puis, le film reste dans des boîtes parce que j'avais ni les moyens ni l'intention de faire un film. Là-dessus, mon père décède en 76. Donc, les années passent. Entre-temps, j'ai tout mon parcours avec le Maroc. Et je vais sur les traces de l'histoire de mes parents. Et à ce moment-là, je retrouve Ouled Moumen. Je reconnais le lieu. Et puis de fil en aiguille, je vais à Algara, je revis l'histoire de mes parents. Et une fois, et comme j'ai fait une fête à Ouled Moumen pour réunir toute ma famille, c'est après tout ça. C'est une fois que j'ai fait la fête, c'est une fois que j'ai fait l'interview de mes parents, c'est une fois que j'ai parcouru tout ce périple, voilà, que l'idée m'est venue de faire un film sur ma famille. Donc vous voyez, c'est pas, c'est vraiment comme c'était l'aboutissement d'un parcours, c'est pas le début d'un parcours. Et c'est comme ça que Ouled Moumen est né, parce qu'à ce moment-là, effectivement, j'ai réinvesti les lieux. Mais pour les avoir réinvestis, il a fallu toute cette histoire de 20 ans. Voilà. Alors, j'espère que j'ai la question, parce que j'avais rien compris à la question. Non, non, c'est parfait, c'est ça ce que je voulais, c'est ça. Vous m'entendez, Isa? Oui, oui, là, je vous entends, là. Alors, il y a des questions. Je vais vous les transmettre. C'est Fedoua Maroc, notre président de l'association. Il vous dit que vous êtes dans le domaine du cinéma au Maroc. Vous avez l'Association démocratique des femmes du Maroc. Vous savez, l'Association démocratique des femmes du Maroc a réalisé une étude sur la présence de la femme dans le domaine du cinéma qui a donné un certain nombre de résultats. Seulement 28% des femmes ont bénéficié des fonds d'avant ces recettes. 301 millions de dirhams pour des réalisateurs hommes et 31 millions de dirhams pour des réalisatrices femmes. 11% des femmes seulement sont à la tête des associations et organisations professionnelles du cinéma. 11 seulement sont présidentes de festivals, etc. De quel type de discrimination souffrent les femmes dans le métier au quotidien? Comment pensez-vous qu'il faut agir pour lutter contre ces discriminations? Ah, j'ai perdu voilà, c'est quoi après, j'ai pas entendu. La dernière. Oui, oui. De quel type de discrimination souffrent les femmes dans le métier au quotidien? Comment pensez-vous qu'il faut agir pour lutter contre ces discriminations? Alors, il y a beaucoup de paramètres dans cette question. Il y a beaucoup de paramètres dans cette question parce qu'il y a à la fois la discrimination, voulue ou invoulue, mais involontaire, mais elle est là absolument. Et il y a aussi l'autocensure que les femmes se font justement parce que
peut-être parce qu'on ne les valorise pas assez, parce qu'on ne leur donne pas assez, etc. Elles ont une espèce d'autocensure et je ne sais pas pourquoi. Au début que je faisais donc dans le métier où j'allais représenter les films dans les festivals et surtout à partir du moment où j'ai commencé moi-même à réaliser et qu'il y avait les questions et réponses après les projections, très très souvent on me disait mais comment ça se fait vous êtes une femme dans un pays qui est le Maroc et vous arrivez à un film, mais comment vous arrivez? Est-ce que c'est pas trop difficile pour une femme? Alors, à tort ou à raison, je leur disais, mais faire un film, c'est difficile, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Donc, moi, je me suis lancée là-dedans sans revendiquer le fait je suis une femme, donc je dois moi aussi faire du cinéma, etc. Je l'ai fait de manière tout à fait autonome et en fait, ce que je voudrais, c'est sûr qu'il y a des règles à appliquer, il y a des lois à déterminer par rapport à la parité, par rapport à l'égalité, etc. Mais si je peux en juger de ma propre expérience, je pense que c'est aux femmes elles-mêmes aussi de prendre le risque et d'aller au bout de leur capacité et de leur désir. Et en cela, je leur fais une confiance absolue. Parce que je pense qu'une femme est capable, d'ailleurs on le voit de plus en plus, que ce soit dans le domaine de la production, de la réalisation, de la post-production, de la création, etc. Elles ont tous les moyens, tous les atouts. Elles n'ont peut-être pas tous les moyens, mais en tout cas, elles ont tous les atouts. Mais il y a les militants. Vous savez, chacun a un rôle dans ce domaine-là. Il y a celles qui sont des militantes, hein, et il y a celles qui utilisent d'autres outils que le militantisme. Mais en tout cas, si j'ai quelque chose à dire, c'est qu'il faut y aller. Il faut y aller. Il faut commencer déjà soi-même à se lancer. Et il y a une autre question. Oui. Attendez pour voir si Kalima s'inscrit. Bon, et vous dit bravo Madame Isme, extraordinaire extrait qu'on vient de voir. Je n'entends pas bien malheureusement, je crois qu'il y a un problème de son. Plusieurs extraits, je ne sais pas lequel. Il y a un problème de son là. Personnellement, j'ai que la quête identitaire s'impose avec force dans vos films documentaires, non seulement dans le choix des chants, mais aussi les récits qui accompagnent le travail. Alors, je suis désolée, je n'ai rien compris parce que le son est très mauvais. Je vous relis la question, Madame. Oui, allez-y. La question est de Karima Sadri. Bravo, Madame Isa. Un lyrisme extraordinaire dans l'extrait qu'on vient de voir. Personnellement, je dirais que la quête identitaire s'impose avec force dans vos films documentaires, non seulement dans le choix des chants, de la musique, des personnes, mais aussi dans les récits qui accompagnent votre travail. Ma question est: vous arrivez à assouvir votre soif dans cette recherche et dans cette quête en tant que Marocaine? Attendez, vous pouvez me redire la question, s'il vous plaît? Vous arrivez à assouvir votre soif dans cette recherche et cette quête en tant que Marocaine? Si j'arrive à... C'est marrant, même vous, je ne vous entends pas très bien. Répétez-moi la question. Si vous êtes arrivé à assouvir votre soif dans cette recherche et dans cette quête en tant que Marocaine? Si je suis arrivée à satisfaire ma recherche? À assouvir votre soif, la soif.
La place. La soif. Ça, Oui. Comment traduire la soif? La attache. Je comprends pas très bien. C'est bizarre, hein? J'ai un sa problème question de son. de J'ai un problème Madame de Kalima son. Sadri. Est-ce qu'elle est Êtes-vous écrite? arrivé Est-ce qu'elle à est écrite? assouvir votre souhait? Attendez, je crois que j'ai trouvé le texte. Alors, Madame Isa, vous êtes pionnière dans le domaine du cinéma du Maroc. Vous savez, l'Association démocratique Les Femmes du Maroc a réalisé une étude. On sait de quel type de discrimination souffrent les femmes dans le métier au quotidien? Comment pensez-vous qu'il faut agir pour lutter contre ces discriminations? Non, mais ça, c'était pas ça la question. Hein. Ça, j'ai répondu à ça. La question qui suit. Comment? C'est la question qui suit, la question d'en bas. Ah. Un peu plus bas. Ben non, je vois pas. Je vois pas. Je m'excuse, mais je vois pas. Je la mets dans la discussion du Zoom, là. Oui. Ah, en bas. C'est de Karima Sadki, voilà. Bravo, Madame Isa. Un lyrisme extraordinaire dans l'extrait qu'on vient de voir. Personnellement, je dirais que la quête identitaire s'impose à faire force dans votre film, non seulement dans le choix des chants de la musique, ainsi que ma question, êtes-vous arrivé à assouvir votre soif dans cette recherche en quête? J'en suis très très loin d'avoir assouvi ma soif parce que moi je n'ai fait qu'effleurer un sujet qui est immense, mais je la laisse maintenant, il y a assez de matière et de jeunes et de volonté et de désir pour continuer. Moi je n'ai fait que amorcer quelque chose. Donc j'espère que les nouvelles générations vont. Il y a tellement de tels trésors au Maroc. Une personne ne suffirait jamais à même pas se. Enfin, je veux dire, j'en trouve même pas mes mots tellement c'est immense. Hein, donc, en plus, c'est une soif inextinguible pour répondre à la question. Mais Si Ahmed, je pense qu'il a un problème de souci de connexion. En attendant qu'il le règle, moi je poserai la deuxième question justement en relation avec la jeunesse et l'idée de la relève justement. Et la question, enfin, vous avez été pionnière dans la réalisation du documentaire. Depuis votre premier film jusqu'à ce jour, il y a eu de grandes productions de documentaires. Que pensez-vous du documentaire marocain et surtout de la place, encore une fois, de la femme dans la réalisation de documentaires? Quelles sont les signatures, hommes et femmes, qui vous inspirent le plus, qui vous parlent le plus? Bon, alors déjà, le choix du documentaire chez moi a été déterminant parce que, et en même temps étrange, parce que toute mon expérience qui a précédé dans le cinéma, qui a précédé la réalisation de mes films documentaires, relevait du monde du cinéma de fiction. Hein, les films, et à ce moment-là, à cette époque-là, le monde du cinéma était très séparé du monde du documentaire qui appartenait au monde plutôt de la télévision. Et c'était vraiment, c'était deux mondes différents dans leur mécanisme, dans leur pratique, dans leur esprit, dans leurs relations. Donc, en passant de la fiction du monde de la fiction au monde du documentaire, je traversais vraiment une frontière dont en plus, encore une fois, en autodidacte, je n'y connaissais rien. Mais je pense que la raison de ce choix, c'est, enfin, une des principales raisons, c'est que j'ai toujours aimé le documentaire. Intellectuellement, c'est une forme qui me séduit parce que j'ai besoin d'apprendre. Même quand je vois un film de fiction, j'ai besoin qu'il m'enseigne quelque chose. Et quand je lis des livres, je vais plus naturellement vers un essai que vers un roman. Donc,
j'ai donc un goût pour le documentaire. Et effectivement, au moment où j'ai commencé à réaliser mes documentaires, bon, il y a toute une culture du Maroc, du documentaire, je veux dire, en dehors du Maroc, il y avait à ce moment-là, mais au Maroc, il y avait pas encore la culture du documentaire comme au moment où je commençais, on reléguait encore le commentaire soit au film institutionnel, soit au reportage, soit au magazine, soit aux captations, mais pas vraiment un documentaire de création comme on les appelait en France. Donc, mais aujourd'hui, je constate avec bonheur que enfin au Maroc, le documentaire gagne ses galons, hein, d'abord parce qu'il y a des documentaristes formidables. Hein, là, vous avez évoqué Dalila, en qui j'avais une profonde admiration et amitié. Il y a Rahma, il y a plein, Leila Kilani. Quand j'avais été à un moment président du jury à Ouagar, on lui avait donné le prix pour Tanger, le rêve des brûles. Attends, le nom m'échappe là, mais vous voyez très bien de quel film je parle. Donc il y a toute une école pour le documentaire qui est en train de naître et de se développer. Enfin, pas de naître, mais en tout cas de se développer. Et ça, c'est formidable parce que le documentaire a sa place à bien des égards, pas simplement sur le plan de la créativité, mais sur le plan de la mémoire, sur le plan de la connaissance. Enfin, je veux dire, moi, en tout cas, j'ai une profonde admiration pour le documentaire. On a attendant que Sihmed reprenne la main, je m'occupe de vous poser les questions du public. Et alors, il y a une autre question de la part de Youssef Satan qui demande comment vous apercevez le rôle que vous pouvez jouer dans la formation et l'accompagnement des jeunes cinéastes afin d'assurer la relève dans la valorisation du patrimoine via le cinéma. Écoutez, alors justement, là, il y a déjà plusieurs années, notamment, j'ai un très bon ami qui est Vincent Mélili, qui est le directeur de l'école de l'ESSAF de Marrakech, c'est une excellente école. Vincent, je le connaissais depuis bien plus longtemps, bien avant qu'il dirige cette école, mais il a toujours été très sensible à mon travail, à mes choix en tout cas, et il disait, oh là là, j'aimerais bien que aussi les élèves de l'ESSAV s'intéressent au patrimoine. Et je vois que ça fait son chemin, alors pas simplement à travers son initiative, mais il y en a certainement d'autres, puisque encore récemment, j'ai été sollicitée par quelqu'un qui fait un doctorat sur le patrimoine et donc qui s'y intéresse et de plus en plus, bon, en parallèle du cinéma, il y a Brahim El Maznet qui est le directeur de Visa for Music, qui a toujours été, qui d'ailleurs m'a toujours suivi dans ce que j'ai fait, qui a créé avec ses festivals, plus ses anthologies, et plus aussi toute cette visibilité qu'il y a aujourd'hui, qu'il n'y avait pas avant, à travers les réseaux, à travers les festivals, à travers les diffusions. Tout ça fait qu'il y a une prise de conscience et un développement formidable. Alors, évidemment, c'est tellement plus facile aujourd'hui de filmer avec son téléphone que cette urgence peut-être se fait moins sentir que lorsque aujourd'hui on tombe sur une archive de, je sais pas moi, de 100 ans ou de 50 ans, mais il n'empêche qu'il faut le consigner et que ça, c'est le grand mérite du documentaire, justement. On a encore une autre question, enfin deux autres questions de Wided Shooting. Avez-vous trouvé des difficultés en distribuant vos films au Maroc, sachant que le film et le cinéma documentaire n'a pas eu place dans le cinéma marocain? Attendez, vous pouvez me redire la question? Oui, bien sûr.
Avez-vous trouvé des difficultés dans la distribution de vos films au Maroc, sachant que le film et le cinéma documentaire n'a pas eu place dans le cinéma marocain? Alors, la distribution des films au Maroc, ça a consisté en quelques festivals. Je me suis Tétouan m'avait invité, Rabat également, Agadir, mais surtout, je dois rendre hommage et remercier à cette occasion 2M. Hein, c'était les seuls, c'était voilà, les seules chaînes, la seule chaîne qui m'a soutenue et diffusé, en tout cas, ils avaient diffusé la série Maroc-Coréen. Ils m'avaient aidé à réaliser le film La Route du Cédra. Et puis, enfin, Nouba, pour lequel j'ai eu tellement de difficultés que j'avais eu tellement de difficultés à financer, j'ai pu, grâce à 2M, et surtout, d'abord, il a été diffusé, et surtout grâce à Sigma, la maison de production Sigma, qui m'a donné les moyens de finir le film, de faire la post-production au Maroc. Sinon, j'ai eu, et d'ailleurs, c'est à partir des difficultés de Noubador et de Lumière, en 2007, que j'ai cessé de produire de la manière la plus classique, à savoir, j'ai compris que les choses changeaient à ce moment-là. On commençait à parler de formatage pour les chaînes de télévision. Donc, ma manière libre et indépendante de produire et de trouver des financements ici et là auprès des chaînes, malheureusement, ces guichets se fermaient progressivement. Et c'est comme ça que je suis passée à faire ce que j'ai appelé le cinéma maison, c'est-à-dire un cinéma personnel, privé, sans dossier, surtout, mais du cinéma quand même. J'ai une autre question de la part de Ahmed Sijilmassi qui dit: quelles sont les autres musiques du patrimoine marocain que vous n'avez pas pu documenter en audiovisuel à travers vos films? Oh, ben, il y en a pléthore. Hein. J'ai pas fait grand-chose du côté du Souss, hein, malheureusement. Mais heureusement que maintenant, il y a l'anthologie que Brahim El Maznet vient de produire. Je ne suis pas allée chez les Jajouka dans la montagne. Je n'ai pas fait la Hassaniya, ou à peine dans Tambour Battant. Donc, encore une fois, je redis, je confirme que la musique marocaine, c'est un océan. Et d'ailleurs, les musiciens du monde le savent, hein, puisqu'ils viennent bien souvent chercher l'inspiration ici. Et puis tous ces festivals de musique, notamment celui des Gnawa de Marrakech, des Saouira, on est là pour en témoigner. Et, la musique marocaine a de beaux jours devant elle. Il y a une autre question qui suit un peu votre réponse. Pourquoi Isa a cessé de produire, réaliser des films, d'autres films? Donc, on ne sait pas si vous avez arrêté de réaliser ou de produire des films. Donc, il dit, est-ce que c'est une question d'âge ou de manque de moyens? Donc, c'est l'occasion de nous dire, justement, par rapport à ce que vous n'avez pas pu documenter jusqu'à maintenant, qu'est-ce que vous aimeriez faire dans le futur et si vous avez envie de le faire et comment et quand? Alors, oui, il y a beaucoup de questions dans cette question. Alors, évidemment, je n'ai pas cessé j'ai peut-être cessé de produire au sens classique du terme, c'est-à-dire en allant attendre le fonds de soutien, la chaîne de télé, les institutions, etc. Donc ça, effectivement, j'ai décroché. Enfin, voilà, je veux pas faire ce travail. En revanche, je n'ai pas cessé de réaliser. J'ai réalisé des heures de films personnels, ou par rapport à la famille, ou par rapport à... Donc, je n'ai pas cessé de faire des films. J'ai encore certainement beaucoup de choses à faire et à dire. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire, mais vous m'offrez en tout cas l'occasion de vous parler de quelque chose qui me tient extrêmement à cœur et qui devrait être aujourd'hui l'essentiel de mes projets et de mon activité, c'est de m'occuper de mes archives.
parce que là, je pense qu'il doit y avoir quelques petits trésors cachés. Voilà, donc j'ai encore du boulot. Ben voilà, je suis de retour, Isa. Voilà, slamtek. Allah yaslamik. Je ne sais pas ce qui est arrivé, c'est bloqué. Et je ne sais pas ce qui aussi vous avez dit, redit. Si Ahmed, je peux continuer Bon, à lire les questions si ça vous aide. d'accord. Oui, oui, allez-y, Fedou, allez-y. Alors, on était à la dernière question qui était posée, c'était par rapport au projet futur. Et Madame Isa a déjà. Donc, la question de Habib Nasri, Isa a réalisé de très beaux films. Marocaine qui a travaillé depuis longtemps sur notre musical au Maroc, en particulier. Quel est votre prochain film? Et bon, on a déjà répondu à ça. Ouais. Mais justement, parce que Isa Djenini, quand on s'est parlé entre nous, on prépare la masterclass, il m'a parlé d'un concept qu'il a commencé à faire, ce qu'il appelle cinéma maison. Justement, et si vous pouvez nous parler de ce cinéma maison, ce concept que vous avez fait, parce que justement, vous travaillez sur l'archive de famille et depuis, je crois, 2007. Non, Oui, ben, oui. depuis Nouba. D'après Noubat, vous n'avez rien réalisé à part ces films derrière un mot de maison. Voilà, c'est comme je viens de répondre à Fedoua. Bon, j'ai compris, j'ai senti que la manière de faire par rapport à la production de documentaires en France, puisque ma société elle est en France, changer, c'est-à-dire que cette espèce de liberté de choix était bon, plus difficile, et les chaînes avaient des contraintes d'audimat, et donc on parlait de plus en plus du formatage, et moi je ne rentrais pas tellement dans ce formatage, et je l'ai compris avec Nouba, avec la production de Nouba, parce que pourtant j'avais une forte ambition pour ce film, c'était un long métrage, je le voulais pour le cinéma, et je ne trouvais pas de financement parce que la musique quand même arabo-andalouse marocaine, ça ne faisait pas d'audimat, et donc il aurait fallu aller dans des petits câbles, etc. Donc j'ai compris que ça ne rentrait plus dans le moule, mais alors, en revanche, j'ai continué à m'occuper énormément de la diffusion des films, qui continue jusqu'à aujourd'hui, comme vous le savez. Mais entre-temps, j'ai continué à réaliser des choses personnelles, privées, pas destinées au public, avec la liberté justement de ne pas avoir monté des dossiers. Et puis, comme par exemple, j'ai perdu mon mari il y a 8 ans, et bien pendant 5 ans, chaque année, je réalisais un film, et au bout, je réalisais un film sur lui, sur lui et sur nous, sur notre famille, par exemple, où vous avez montré un extrait de Retour aux sources. Ça, c'est un film que j'ai fait à la demande de la nouvelle génération, que j'ai fait 24 ans après retrouver Oulad Moumen, parce que la nouvelle génération de mes neveux et nièces disaient nous aussi, on voudrait bien faire le voyage. Donc, en 2017, j'ai organisé ce voyage, et ça a donné lieu à ce film, mais qui est resté dans le domaine privé, qui n'est pas... Voilà. Donc, c'est ça le cinéma maison, c'est de continuer à réaliser, à monter. Et je peux vous dire que la matière personnelle, c'est une matière très riche aussi.
Hmm. Et voilà, est-ce qu'on pourrait voir l'extrait numéro 8? Voilà, parce que pour enchaîner avec ce que dit Madame Aziza, Isa Djenini, on va enchaîner, après on va revenir à 6 à 7. Est-ce qu'on pourrait voir l'extrait numéro 8? Anne. Cette fois-ci, notre famille est au complet, avec Anne, Suzy, Messodi, les 3 filles nées à Ouled Moumen, Albert, Mimi et Esther, les 3 enfants nés à Boucheron, et Rachel, Juliette et Isa, née à Casablanca. On a quitté le Mela très vite. Enfin, moi, je devais avoir 5-6 ans quand on est arrivé rue Lusitania. Et c'est comme c'était, comme si on avait fait un pas de géant incroyable. Et quand, après des années et des années après, on revoit la rue Lusitania, on a l'impression que c'est vraiment un mouchoir de poche. Oui, elle fait partie de films personnels de Isa. Ben, la séquence qu'on vient de voir, non, ça fait partie du film Retrouver Ouled Oui. Moumen que j'ai produit avec Canal+, d'ailleurs, la chaîne Canal+. Mhm. Donc, non, il y a quelque chose qui... Alors, de toute façon, il nous reste, ils me disent qu'il nous reste 20 minutes. Et justement, puisqu'on est dans la masterclass et on fait du cinéma, et il y a pas mal de jeunes qui nous suivent, on va passer un extrait que je voudrais que nous expliquiez justement comment vous travaillez, comment travaille Isa Genini chez Film, parce que souvent, les génériques, on voit écrits et réalisés par Isa Genini. Donc, est-ce que vous écrivez avant, vous préparez le film avant, vous faites tout avant? Est-ce qu'il y a un scénario avant de réaliser vos films, même si est documentaire, même si sur la musique, sur votre famille? Et comment vous imaginez ces films? Comment vous imaginez avant Alors, de faire le tournage, avant de faire le montage et tout ça? C'est-à-dire avant euh, la version finale, comment travaille Isa Giannini ces films? bon, déjà, je dois dire que chaque film est une aventure à part, hein. Je n'ai pas Mm. une méthode parce que chaque film naît de quelque chose de tout à fait immatériel, de tout à fait, je dirais presque involontaire. C'est une rencontre avec une personne, c'est une émotion avec une musique, c'est, euh, donc c'est vraiment c'est de l'immatériel, hein, voilà. Mais une fois que l'idée est là et qu'elle s'est imposée à moi, à ce moment-là, il faut la mettre en forme. Pour la mettre en forme, il faut Mm. déjà que je l'écrive. Mais ça ne suffit pas de l'écrire comme moi je la ressens, parce que à partir du moment où ça devient un projet, que ce soit la ETA, ou que ce soit tambour battant, ou que ce soit n'importe quel sujet, je vais aller, parce que évidemment je suis aussi la productrice de ces films, donc ça veut dire que Mm. je vais aller chercher des financements. Pour chercher des financements, en tout cas, puisque ma société est en France, ça veut dire aller frapper à différentes portes, à commencer par celle
qui est le sésame, qui est la télévision. Tant qu'une télévision ne me dit pas OK, on s'engage sur ce film, je ne peux pas aller chercher d'autres financements. Et or, pour que la télévision s'engage sur un projet, il faut vraiment beaucoup l'écrire. Pratiquement, il faut vraiment qu'on ait une vision du film avant même, etc. Donc ça, c'est un très gros travail. C'est un très gros travail, mais c'est un travail très utile et très salutaire parce que plus vous travaillez l'écriture, plus votre film s'impose à vous. Et j'en ai fait l'expérience avec, par exemple, le film où j'ai vraiment eu à travailler l'écriture, c'était Retrouver Oulad Moumen, parce que il fallait absolument que je trouve une chaîne. La chaîne qui était prête à s'engager, c'était Canal+. Canal+ avait justement des émissions en clair qui demandaient et qui avaient des thématiques. Et cette année-là, la thématique, c'était la diaspora familiale. Donc, on m'a dit, ah bah oui, parce que moi, je suis allée les voir en disant, voilà, je veux faire un film sur ma famille. Mais c'est vague de dire, je veux faire un film sur ma famille. Mais encore, hein, à ce moment-là, elle m'a dit diaspora familiale. Et là, j'ai commencé à construire le film. Mais là, ça a été tout un processus d'écriture très long pour pouvoir le structurer, et voilà. Et puis, il y a eu un autre film aussi sur lequel il y a eu un gros travail d'écriture, c'est Noubador et de Lumière. Hein, d'ailleurs, c'est un film qui m'a pris 2 ans à faire et à réaliser. Donc, il y a un gros travail d'écriture. Il y a d'abord l'inspiration, celle-là, elle est informelle. Ensuite, il y a l'écriture. Une fois qu'il y a l'écriture, eh ben, il y a la production. Il faut aller... voilà. Et puis dès que c'est possible... alors, moi, j'ai toujours cherché à préserver mon indépendance en produisant moi-même mes films, en me disant, bah, si je me trompe, tant pis pour toi. Hein, parce que j'étais trop témoin de soucis entre producteurs et réalisateurs, en tout cas pour une économie comme celle du documentaire. Hein. C'est sûr que si j'étais dans la fiction, la vision serait différente. Mais donc, dans le souci de l'indépendance, de mon indépendance, j'ai produit moi-même mes films, quelquefois hein, avec des difficultés très lourdes. Mais voilà. Et après, à partir du moment où il y a un feu vert qui est donné par une chaîne, à ce moment-là, il faut se préoccuper de la réalisation, c'est-à-dire bon, les repérages, les rencontres, etc. Et surtout, comme l'a écrit Roland Carré dans l'entretien que j'ai eu avec lui, c'est vrai que j'ai toujours eu un souci d'aller... Moi, je ne sais pas, je connais mes limites, mais j'essaye de compenser mes limites par des gens eux savent. Donc, que ce soit pour l'image ou pour le son, j'ai quand même toujours cherché à avoir, même pour le documentaire, vraiment des gens très compétents. Et ça m'a beaucoup aidé, que ce soit dans le montage, que ce soit... etc. Donc, il y a une mise en scène dans le film documentaire. Bien sûr. Et comment? Il y a pas mal de réalisateurs qui n'acceptent pas de dire. Et comment? Ça, c'est une chose que j'ai comprise d'ailleurs en faisant les films, c'est qu'un documentaire exige exactement... c'est pas du tout le même contexte économique, c'est pas le même contexte humain, parce que mais au niveau de l'écriture pure, le documentaire fait appel à des tas de choses comme l'émotion, le rythme, l'intérêt, la curiosité. Donc, voilà, il faut aussi le mettre en scène, comme vous le dites très justement. Et voilà, parce que dans cet extrait, on voit la mise en scène. Celui-là, il est mis en scène, oui. Enfin,
Oui, oui, absolument. Il y a- Il y a une mise en scène. Dans certains de mes films, il y a une vraie mise en scène. Par exemple, dans L'initiale en Moyen Atlas, c'est une vraie mise en scène. On remet en scène un mariage, par exemple. Ouais. Là, dans cette séquence aussi. شوفير هذا الإعلام جا شوفير هذا الإعلام جا شوفير Il y a un extrait que j'ai choisi, c'est vraiment, ça a tombé très bien et j'ai aimé beaucoup parce qu'on est dans l'association des droits de l'homme et il y a un extrait des enfants qui réclament leur droit à jouer, leur droit à chanter, leur droit. Et ça, je l'ai aimé beaucoup. J'ai dit, il faut l'insérer dans notre masterclass. Et voilà, que je propose, c'est le numéro 7. C'est magnifique en tant que réalisatrice de documentaire qui est en train de monter un film, de réaliser un film, et ben voilà, tac, elle a saisi l'occasion de ses enfants qui chantent et qui réclament leurs droits primordial de jouer et de chanter. Et ça, je trouve que, est-ce que vous n'avez pas pensé au début à cet extrait, à cette scène? Alors, bon, déjà, le parti pris pour Tambour Battant, c'était de situer, puisque l'idée du film, c'était le pouvoir de la musique. Hein. Alors, j'ai déjà, sur le plan de la construction du film, j'ai pris le parti de le situer à la fête de Aïchoura. Parce que justement, Aïchoura, c'est un moment où la musique est omniprésente au Maroc. Et comme pour chaque... Enfin, et à Aïchoura, justement, la caractéristique, c'est ce qu'on m'avait d'ailleurs expliqué également dans le film Rythme de Marrakech, quand j'avais rencontré les femmes des Oualiyat. Elle me disait que c'est le jour
de liberté où les femmes lâchent leurs cheveux, etc. Donc c'est une espèce de, disons, une sorte de la journée de la femme, quoi. La fête de Ashura, c'est la fête de la femme, etc. Et j'avais un conseiller musical, parce que je ne sais pas tout, hein, et justement, qui a été un peu notre guide à Essaouira, et c'est lui qui, d'ailleurs on le voit dans la séquence, et c'est lui qui m'amène vers ces petites filles, voilà, qui expriment bien l'esprit de la fête de Ashura. Bien. Il y a une question d'un intervenant qui dit pourquoi aux films, le commentateur, celui qui lit le commentaire, ce sont des voix de femmes. Toujours, ce sont des voix de femmes. Alors, moi, je sais qu'il y a d'autres films qui sont. Il y a des voix d'hommes. Effectivement. Écoutez, je ne sais pas. C'est peut-être parce que, étant réalisatrice, je sais que les voix parlent peut-être de ce que je voudrais dire. Je ne sais pas, c'est une question que j'avoue que je ne me suis pas posée. Il se trouve que bon, le commentaire est écrit. Il est écrit par moi, donc non, ça me paraît, je ne sais pas, c'est une question à laquelle je n'ai pas vraiment de réponse parce que ce n'est pas un choix délibéré, c'est un choix qui est venu naturellement. De plus, la plupart des films, presque tous, la voix de femme, c'est celle de ma fille qui est comédienne de théâtre, hein, et que j'apprécie particulièrement. Je trouve qu'elle colle bien avec les films. Voilà, maintenant, quand il s'agit, peut-être que suivant le sujet, ce serait mieux d'avoir un homme, mais enfin, j'en sais rien. J'avoue que ce genre de question ne s'est pas posé à mon esprit. Moi, j'ai rencontré, il ne reste que 6 minutes, 6 qu'il nous reste. Donc, et moi, j'ai rencontré quelqu'un il y a 15 jours. Il m'a dit comment Issa Djenini parle avec les Marocains qui chantent. Est-ce qu'il connaît la musique marocaine? Est-ce qu'il connaît parler à les musiciens, aux chanteurs? Mais je lui dis, voir ces films, allez voir ces films, tu vas la voir qu'il parle avec eux en darija marocaine. Elle connaît la darija marocaine. Donc, pour conclure cette masterclass, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu en darija marocaine actuellement. إلا بغيتي الحاجة الأولى ما كان bon, je vais le dire en français là parce que déjà à propos des musiciens, c'est très très rare. La plupart des films que j'ai faits sur les musiciens, ce sont des musiciens que j'ai connus avant de faire les films, c'est-à-dire qu'avec qui j'ai établi une relation amicale, etc. Donc c'était plus des je ne suis pas arrivée en disant voilà je veux faire un film sur le Malhoun, etc. C'est parce que j'ai c'est parce que j'ai rencontré Toulali avant, c'est parce que j'ai rencontré Shkara avant, c'est parce que j'ai rencontré Fatna avant, c'est parce que j'ai rencontré Baba avant, et avec eux je parlais quoi? Je parlais que l'arabe. Eux ils parlaient pas français. Donc mais c'est cette amitié qui m'a amené à faire des films sur eux. La dernière question, c'est Madame Basma Latifi, et vous demande quel conseil vous donnez aux jeunes qui veulent faire du cinéma. Et en darija, s'il vous plaît. بالدارجة ايوا alors غادي نقول لكم حلوا عينيكم وحلوا ودنيكم كيفاش كاين بزاف ما يدار في المغرب ودابا عندكم لا شانس
عندكم سويرتي عندكم آه. الزهر، عندكم الزهر. اليوم الحاجة سهلة، تقدر دير بلا ما إلا بغيتي دير فيلم على الوالدة، على فين ما كنتي، اليوم سهلة. خصك غير تحل عينيك وتحل أذنك. فوالا هذا هو لو كونساي. شكرا لالا إزا جنيني، شكرا على الوقت لكم، شكرا. بوكو. وحنا بغينا انه نودعوك، ما نودعوكش دائما غير في هذه الليله، نودعوك بواحد الاكستري من الفيلم ديالك، هو نوفا. اييه نوفا. ميرسي، الله يكثر خيركم بزاف. اكستري الله يكثر خيركم. ميرسي. بين الدماء بياد أخلاق وبماء صحيح كان يوصل دمها مغسول. Voilà, Il faut arrêter ça. Ouais, il faut arrêter. Arrêtez. Voilà. Oui, je vous demandais d'arrêter. Bon, Voilà. alors, on a voulu que le public, votre public de musique et le public qui vous a suivi à travers cette masterclass, de vous applaudir personnellement, et nous aussi on vous applaudit. Merci. Et merci beaucoup. Merci à vous. Espérons qu'on va passer un Merci, bon moment. merci à vous. Merci. Malgré ces problèmes Les problèmes techniques. Ouais. C'est ça la technologie, le virtuel. On se rattrape. Merci beaucoup, Lala. Merci, merci à toute l'équipe de ARMCDH. Merci. Et au plaisir de vous revoir en vrai. Oui, 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 absolument. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci encore. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On quitte. Oui.